Si je peux dire un mot dans mon souvenir, je crois que le texte d'Année s'appelait Désir désert ou quelque chose comme ça. Et c'est son texte sur Théorème, c'est le texte dans lequel il explique pour la première fois un truc qui va revenir beaucoup dans la suite de son travail, où il explique que, si je me souviens du texte, il dit on savait jusqu'à présent que tous les films racontaient leur tournage, la vieille idée de Rivette, ce sont les documentaires sur leur tournage, et pour la première fois avec Théorème de Pasolini, on voit un film qui raconte sa réception, qui ne met pas en scène son tournage, mais sa réception auprès du public. Et il analysait la traversée de la famille par le personnage de l'ange joué par Terence Stamp comme étant les différentes réactions que peuvent avoir les différents publics par rapport à un film comme celui-là. Donc le public bourgeois représenté par le père, le public ceci représenté par la mère, le public cela représenté par le fils, etc. Et moi qui c'est très très différent parce que moi je ne l'ai absolument pas connu, mais c'est vrai que c'est un texte qui m'a beaucoup frappé aussi parce que une des particularités de son travail, ça a été de pouvoir toujours considérer, toujours penser de manière inséparable ce qu'est le film et la manière dont le film influe directement sur son spectateur, sans jamais tomber dans de la sociologie de spectateur ou des choses un peu hasardeuses, mais je dirais que ce qu'il énonce à ce moment-là, d'une certaine manière, culmine avec un texte qui date presque de 20 ans plus tard, qui est un des textes que je trouve les plus extraordinaires, les plus drôles et les plus actuels, si on peut dire, qui est celui qui s'appelle Pour une ciné-démographie, où il décrit l'histoire du cinéma selon plusieurs étapes en comparant le nombre de salles dans lesquelles les films sont projetés, le nombre de personnages présents à l'écran et le nombre de spectateurs présents dans les salles. Et qui dit que le cinéma classique, c'était l'âge où beaucoup de gens allaient voir beaucoup de films dans beaucoup de salles dans lesquelles il y avait beaucoup de gens à l'écran, disons Cécile B2000. Et que 50 ans plus tard, l'étape terminale serait, à l'époque, on en parlait hier avec Philippe, Wenders, c'est-à-dire il y a un pauvre type qui se balade sur l'écran, errant dans on ne sait quel désert à la recherche d'un contact qu'il n'établira pas, dans une salle déserte où il y a un spectateur qui éprouve la même solitude dans un paysage qui lui ressemble. Bon, et aujourd'hui où les réflexions par exemple sur l'avenir de la salle de cinéma et de l'espace dans lequel on voit les films sont devenues de plus en plus urgentes. Je trouve que c'est un texte absolument extraordinaire dont il faudrait essayer d'écrire la suite, d'une certaine façon, où on en est aujourd'hui, après Wenders, après tout ça. Ben, moi j'ai connu Serge dans les années 70, j'étais encore étudiant et j'étais venu à Paris pour la première fois voir des films. C'était pendant les vacances d'été, on était en plein mouvement d'étudiants. Et les cahiers étaient très de gauche à l'époque. Vous vous souvenez des détails? Et donc pour moi c'était un peu, ça faisait partie de mon militantisme d'aller voir les cahiers. Hein, c'était des cahiers encore sans photo, sur la couverture. Vous avez un nom pour ça, non? Les cahiers Mao, c'est comme ça? Non. Oui. Faut assumer les cahiers Mao. Et j'ai rencontré Serge, comme ça. Il m'a dit, il y a une projection privée de La Terre Promise de Miguel Littin, et il m'a emmené voir ça. C'était déjà la première fois que j'assistais à une projection privée d'un film, et en plus ça, et donc j'étais très très bouleversé. Et on est resté amis après. Je fais un grand saut. C'est quand il est venu au Caire pendant le tournage d'Adieu Bonaparte. Je l'avais beaucoup rencontré quand j'étais au Liban pendant 4 ans. Pendant la guerre, j'avais fait un peu de critique du cinéma et donc je venais souvent à Paris, je le rencontrais. Mais ce contact qu'il a eu avec Youssef Chahine et précisément sur Adieu Bonaparte était pour moi, c'était la première fois que j'avais compris un peu comment il fonctionnait, Serge. C'est après la réception du film à Cannes, où le film s'était fait vraiment descendre par tout le monde. Oui, ça a été très très mal reçu le film. Il y a eu même, je me souviens que le jour de la première du film à Cannes, à la montée des marches, il n'y avait pas un seul photographe. Et il y avait eu la grève des photographes et le maire de Cannes avait lancé
l'appel de boycotter le film parce que c'était un film contre l'armée française. Et donc, et Serge, et le film n'avait pas bien marché, et Serge avait écrit un texte où la chose qui m'avait le plus frappé, c'était le sentiment que Serge, je connaissais ses discussions avec Youssef Chahine, et Chahine ne racontait pas comment il faisait des films. Hein, c'était quelqu'un qui, pas qu'il le cachait, mais il avait cette espèce de pudeur qu'il fait un travail, et il le fait bien, et il le fait le mieux il se vantait de ça, il prépare tout à l'avance. Et le texte qu'avait écrit Serge dans les cahiers à cette époque, c'était un texte où on avait le seul texte que j'ai lu sur ce film. Non, c'était dans les cahiers, complètement sûr. C'était en 82. C'était pas dans les... Non, c'était certainement pas dans l'IB, c'était dans les cahiers. Et c'était le seul texte où je voyais exactement... C'était comme si... pas qu'il s'était mis à la place du metteur en scène, mais il voyait les problèmes du film. Et il voyait aussi pourquoi ça ne pouvait pas être autrement. Pas à cause des limitations de Chahine, mais parce que c'était ça le programme du film. Un film qui essaie de raconter Bonaparte du point de vue d'un point de vue égyptien. Et donc, vraiment chaleureux, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était chaleureux comme texte et en même temps critique, aimant. Et à la suite de ce texte, on a eu une discussion et c'était la première fois qu'il commençait à faire cette distinction entre les cinéastes, les vrais cinéastes, ce qu'il appelait les vrais cinéastes, et les calligraphes. C'était une distinction. Un tel, il faisait de jolis films, c'était des films comme calligraphiés, oui, et alors qu'il y a d'autres films qui sont des bouffeurs d'images, qui sont des... Et il m'a pour la première fois expliqué à quel point Chahine et les grands cinéastes en général sont en fait des grands pervers. Il utilisait souvent ce terme-là, avec beaucoup d'admiration d'ailleurs. C'est pas en les dénigrant. Un autre moment, et moi évidemment qui commençais à faire des films à l'époque, je me posais la question de est-ce que je suis cinéaste ou calligraphe, quoi. C'était comme si calligraphe était un peu une insulte. Il m'a expliqué après que pas du tout. C'était pas du tout en les dénigrant quoi, qu'il qualifiait les cinéastes de calligraphes. Mais c'était des positions qu'il prenait, des positions critiques vis-à-vis d'un film. C'était parler au film, il laissait les films lui parler à lui, un peu dans la manière que vous avez raconté en parlant de théorème. Et puis, je crois qu'un autre grand moment dans ma lecture de Serge, c'était pendant la guerre de l'Irak. C'était l'analyse qu'il a fait des images qu'on voyait de la guerre de l'Irak. Je crois que tous vous vous en souvenez, c'était des textes que j'ai traduits. Je trouvais ça d'une importance vraiment absolue pour comprendre ce que c'est que l'image, est-ce que c'est que l'image de la télé, est-ce que c'est que la guerre racontée dans la télé, à la différence aussi du cinéma et de la fiction. Je crois que c'est un des textes qui m'a le plus, en tant que cinéaste, qui m'a le plus aidé à faire cette distinction entre ce que c'est qu'un film et ce que c'est qu'une image. Et je crois que c'est là-dessus qu'il a beaucoup travaillé. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Serge était aussi un grand analyste et c'est en ça aussi qu'il dépasse le statut de ce critique de cinéma, qu'il a été autre chose. Il a été un grand analyste du nouveau régime des images, de leur nouvel usage, de leur transformation. Il était contemporain de ça et il a saisi ça très vite. Alors peut-être grâce à son statut de journaliste à Libération, un petit peu libre, la liberté que lui a donnée. Le fait qu'il n'a pas voulu se contenter justement d'être cantonné dans une rubrique,
mais qu'il a décidé à un moment que tout l'intéressait. Il a toujours été intéressé par la télévision de toute façon aussi, et par toutes sortes d'émissions qui n'étaient pas seulement des émissions de cinéma ou des choses comme ça, et il s'est emparé de ça d'une façon très spécifique, très particulière, qui font que ces textes sont toujours, sont toujours contemporains, je crois, aujourd'hui. C'est un texte à la fois très esthétique et très politique. Oui, oui. Parce que dans mon souvenir, c'était même, je sais pas, peut-être vous, Pascal, Serge me contrediront, mais j'avais l'impression que c'était un feuilleton avec un jour un texte de Virilio, le lendemain un texte de Serge, et il se renvoyait comme ça la balle, et ça a duré sur, je sais pas, moi je suis pas très très jeune lecteur, mais j'ai l'impression que ça a dû durer sur la quasi-totalité de la première période de la guerre d'Irak, enfin, les frappes ont duré quoi, 4 semaines. Comme un jeu. Et où ils analysaient au fur et à mesure du flux, enfin, je veux dire, ce qu'ils recevaient, comme des reporters de guerre. Il y a eu une Et Virilio d'un côté qui perpétuait. Et une synthèse dans les cahiers, voilà, exactement. Ouais, je vois Paolo me regarder. Quel micro, oui. J'ai aussi entendu des mots. Non, mais simplement une chose, ce passage des cahiers à Libé, c'était que lui, il avait senti, je pense que le cinéma ne suffisait plus, peut-être qu'il voulait parler d'autre chose. Non, la revue. En fait, c'est parti aussi d'une difficulté, c'est que Serge n'a jamais réussi à être véritablement, je ne sais pas comment dire, rédacteur en chef des cahiers. Enfin, en tout cas, c'est le statut, l'habit lui a été difficile à endosser, et ça a été extrêmement douloureux jusqu'au moment de crise. Bon, les cahiers étaient c'était des psychodrames permanents à l'époque, parce que bon, je sais pas, le sismographe était en folie dans la ligne des cahiers, etc. Bon, oui, j'y étais pour quelque chose, tout le monde y était pour quelque chose. J'ai eu des conflits à l'époque avec Serge, et à un moment, je me souviens très bien qu'il m'a dit, je sais plus, bon, je peux plus, c'est trop douloureux, et puis en plus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je me souviens au téléphone, il m'a dit, en plus je suis un mauvais journaliste, et alors là j'ai sauté, je lui dis absolument pas. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que comme journaliste, tu as toujours été absolument remarquable. Et je crois que c'est quelque chose qui a été enfin, il m'a dit après que ça a été un déclic quand même, qui fait que le fait que quand il est passé à Libé, il est arrivé avec ce sentiment que peut-être, effectivement, dans le journalisme, il pouvait faire une carrière. Mais c'est drôle, cette fragilité aussi qu'il pouvait avoir à ce moment-là, bon, qui était liée, je pense, à l'époque, et que c'était probablement très très difficile d'endosser le rôle oui, enfin, d'être le patron des cahiers. Serge aussi a connu cette difficulté. C'était plus facile d'être simple rédacteur et d'insulter ceux qui... Non, mais il est parti quand les cahiers étaient sauvés. Les cahiers étaient sauvés. Parce que les cahiers ont failli mourir, évidemment. Plusieurs fois. Mais les cahiers étaient sauvés. Donc il est parti en sachant que les cahiers étaient sauvés. Et puis il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais dont il faudrait parler, parce que c'est Skorecki qui était au cahier. Et Skorecki était très lié à Serge, mais dans une relation très complexe. Et ce que Serge ne supportait pas, c'était comme Pascal, en comité de rédaction. Là, on est dans l'intimité, dans la cuisine, dans la tambouille. En comité de rédaction, dès que Skorecki parlait, Pascal lui rentrait dedans. Dès que Pascal parlait, Skorecki ricanait. Et ça devenait, moi j'étais jeune, ça devenait insupportable. Parce qu'il se cherchait tout le temps. Donc, et Serge était censé arbitrer. Et il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, et dès qu'il a pu, il s'est tiré. Et l'occasion était magnifique, parce que ce que Serge Julie lui proposait, c'était pas d'être critique de cinéma. Libération, c'est de diriger les pages cinéma et d'en faire quelque chose. Bon, après, il en a fait ce qu'il en a fait avec Seul ou avec Le Fort, ou peu importe, avec les alliés qui s'est trouvé là-bas. Et pour lui, ça a été non seulement un soulagement, mais un décollage. Et
quand il m'a dit, je lui ai dit, mais enfin, tu vas pas aller, et comment on va faire sans toi? Il m'a dit, mais tu te débrouilleras très bien. Il savait que les cahiers étaient sauvés de la mort économique, hein. Je dis pas autre chose. Parce que les cahiers ont failli mourir économiquement moult fois, quoi. Tout au long de cette période, on allait taper Godard, on allait taper les gens. Enfin bon. Et Serge est parti en se disant, voilà, les cahiers survivront. Non, il est connu que j'aime pas beaucoup parler en public, je suis assez mal à l'aise avec ça. Potentiellement parce que je pense que ça déclenche un sentiment d'imposture, et le sentiment d'imposture il est encore plus fort là, c'est ça pour moi, parce que c'est ça qui a filmé ce sentiment-là, parce que un, je ne l'avais pas connu, deux, je me sens une fois de plus très spectateur, enfin voilà, très de l'autre côté. Mais aussi je pense que la question, ça fait 2-3 jours, enfin, quand Paolo m'a proposé d'intervenir ici, la question d'être un héritier, je me suis aperçu au final, parce que la question est très bien posée, parce que je m'aperçois que les 10 ou 12 années que j'ai passées à Libé, après la mort de Dané, puisque je suis rentré en 98, 99, je ne sais plus, je les ai quittés il y a bientôt un an, m'ont déshérité, c'est vrai qu'ils m'ont appris à me déshériter, ils m'ont déshérité de Dané. C'est-à-dire que je pense que j'ai découvert, je ne sais pas pour toi Emmanuel, mais j'ai découvert Dané potentiellement vers 87, 88, 3 ans d'écart. Je pense en découvrant toute la critique, c'est à la fois les cahiers Libé, donc pas du tout la signature de Dané elle-même, qui était tout sacralisé, c'était vraiment l'héritage, la cinéphilie. De ça, je pense après ça s'est cristallisé vers 88, 89, je me souviens un texte sur Moretti, est-ce que c'était sur la messe est finie, ou est-ce que celui sur la piscine, c'est pas la Rossa, très important, voilà, qui m'avait accroché, puis les 3 émissions de Debré, et puis voilà. Et le début effectivement d'autre chose qui est une mythologie d'année. Et ça, c'est un moment pour moi important, vraiment de fascination, de cristallisation sur Dané. Mais quand je suis rentré à Libé, étrangement, les gens ne m'en parlaient pas. Quand je dis les gens, Séguré pouvait m'en parler, mais parce qu'il l'avait très très bien connu, mais il ne m'en parlait pas comme d'une conscience. Gérard Lefort n'en parlait pas beaucoup, Didier ne l'avait pas connu non plus, donc il était difficile d'en parler. Et ensuite, le rythme du quotidien Libé faisait qu'il était très très rare qu'on fasse référence à Dané, en tout cas, pas de la même manière qu'au même moment, je ne sais pas, les cahiers, je ne sais pas, ou même aux Inrocks, j'avais l'impression que la conscience d'année et que c'était vraiment à Libé où cette conscience d'année, elle n'était pas embarrassante, c'est juste, elle était impossible à formuler. Et l'héritage d'année, il m'est tombé dessus, enfin le sentiment d'être un héritier, le sentiment, c'est même le malaise d'être une sorte d'avoir d'un coup hérité de quelque chose, mais m'est tombé dessus, je crois que c'est en avril 2008, j'étais chez moi, j'étais à Beyrouth, dans un cinéma que tu dois connaître, illustré, qui est à Amna, qui est le théâtre Amna, ouais. Et un festival complètement farfelu avait programmé en plein après-midi, un mercredi, les entretiens entre Dané et Elias Sambar. Tu connais ça. Et donc voir ça à Amna, 3 jours plus tard, il y a eu des combats à Amna, moi j'ai quitté Amna là, donc voilà, assister à ça, et d'un coup, moi j'avais jamais vu, ça faisait des années que je rêvais de voir ça. Peut-être 90, 91. Des images. Oui, ils se montrent des images. Je crois que c'est à Bastille, peut-être aux Grandes Marches, sans doute aux Grandes Marches. Et je suis là, je suis chez moi, à Beyrouth, je vois ça, et à la fois je suis aussi à Libé, et à un moment je me suis dit, merde, je fais le calcul, il a 46, 47 ans à ce moment-là, j'en ai 37, 38, et j'ai eu cette image horrible, je me suis dit, c'est moi qui ai les pieds sur le bureau, et c'était atroce. Et en même temps, je crois que j'aime bien ça. J'aime bien l'idée que le damné, le sentiment d'héritage, à un moment donné, avec lequel on ne sait jamais trop quoi faire, me tombe dessus dans un pays lointain. Et je pense que s'il y a un héritage d'années que j'ai dû expérimenter, c'est celui d'avoir voyagé, peut-être potentiellement plus que tout le monde dans ma génération. Parce que je n'ai fait que depuis 10 ans que fuir Paris. Serge qui était mon patron de l'université. Vraiment si peu, non, moins, enfin, d'avoir tout tenté pour ne quasiment jamais y habiter, quasiment plus y habiter, jusqu'à louer effectivement, c'est-à-dire que chez moi c'était à Beyrouth, c'était plus à Paris, mais c'est-à-dire aussi finalement, moi qui n'avais jamais voyagé avant Libération, enfin ou très peu, faire 3 voyages en famille, enfin atroce, d'avoir chopé ça, enfin voilà, que Libé, enfin, je pense que c'est vraiment Libé, et du coup c'est quand même ça vient d'années, parce que c'est Séguré, je pense qu'il m'avait refilé ce virus-là, c'est-à-dire ouvre-toi au monde, les films sont là, ensuite il faut les voyager.
Et donc effectivement c'est aussi le damné journaliste, plus à la limite que le damné critique. Celui, alors en même temps ça ne veut pas dire que pendant les 10 ans on ne se parlait pas de damné, on ne se servait, je ne me servais pas de damné parce que je pense que systématiquement dès que j'ai eu une panne d'écriture, en écrivant comme d'habitude le lundi matin pour le lundi midi, dès que j'ai eu une panne d'écriture, j'ai fait à peu près comme je vois Emmanuel, tu as dû faire pareil, c'est à un moment donné, moi c'est ciné-journal, je saisis du ciné-journal, les gens lisent au hasard une page, deux pages, pour essayer de choper une musique, et à partir de là ça se développe. Je crois que c'est Patrice Rollet à un moment donné qui disait mais lire d'année ça rend, ça rend intelligent, voilà, quand on est à sec, quand on est en panne. Il me semble d'ailleurs que c'est avec Libé que Serge est devenu une star. Oui, sans doute. Sa signature est brusquement devenue. Enfin oui, j'ai l'impression. En quelques mois après qu'il ait pris la chronique cinéma de Libé. C'est-à-dire en 81. Il était connu en Égypte avant. C'était déjà une star en Égypte, avec Claude François. Il y a une chose qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, enfin, il est mort il y a 20 ans, Serge. Et c'est peut-être une chose positive pour lui, c'est qu'il ne rentre pas à l'université, quoi. Il y a quelque chose qui est réfractaire. L'université n'arrive pas à le gober, quoi. Et en même temps, c'est peut-être sa chance, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est. Il a laissé, je ne sais pas combien de textes, mais C'est un système. il n'y a pas de système. Et donc l'université n'arrive pas à le choper, à le limiter, à le délimiter. C'est une chance pour lui. En même temps, on peut aussi se demander si les jeunes le lisent encore. Bon, c'est bien ce que fait Patrice Rollet, c'est très important, l'édition du 3e volume, il y en aura un 4e. Mais c'est vrai que c'est un drôle de statut, parce que, évidemment, comme tous les gens qui sont morts, les choses s'estompent, enfin, la mémoire s'estompe, mais. Et en même temps, il suffit. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, moi, des fois aussi, je reprends un texte de Danet et ça redonne de l'énergie. Voilà, c'est comme il y a un condensé d'écriture, de sens et de plaisir à écrire qui fait qu'on. Voilà, chacun, on repart sur sa propre énergie quand elle est un peu en panne ou quand il y a un manque d'inspiration. C'est très vrai, c'est qu'on se sert de ça comme d'un carburant, quoi. On va puiser dans le carburant d'année pour se réinjecter un peu soi-même. Voilà. Et c'est très vrai comme usage, quoi. Toutes les métaphores, on avait oublié le pompiste. Parce que d'une certaine manière, on a beau éditer tous ces textes, ça ne fait pas système, et puis le savoir universitaire en est exclu d'une certaine manière. Voilà. Oui, ça n'a jamais été véritablement un théoricien. C'est pas quelqu'un dont effectivement l'université pourrait étudier les théories ou les choses comme ça. C'est pas ça. Il est trop transversal. Et la caricature théorique on va dire à la fois, c'est-à-dire les deux idées des gens qui ont mal lu d'années et qui ressortent à tout bout de champ depuis 20 ans, c'est-à-dire la mort du cinéma et le visuel contre les images, sont finalement celles qui ont le moins d'utilité aujourd'hui. On voit bien, ou pour un critique ou pour un jeune étudiant à l'université, on voit bien que la mort du cinéma, quand on a 18 ans, on ne voit pas trop de quoi ça parle, et les histoires sur le visuel, bon, le territoire a tellement changé, tellement métamorphosé, que ça semble être un combat d'arrière-garde déjà perdu, enfin pas bien. Alors que des idées, effectivement, il y a d'années on produisait 5 par texte. Il y a d'une certaine façon qu'à se servir, mais il ne fait pas lui-même une sorte de mésé, enfin, tu vois, il ne condense pas. Quoi, voilà. Et c'est ça qui est très très beau, mais effectivement, c'est ce qui lui a valu l'université, l'a toujours quand même regardé, même s'il enseignait, non, c'est ça, il enseignait. Il enseignait Il monologuait, c'est ça? Non, puis il était comme Pascal. Moi, quand je me suis inscrit à Censier, c'est parce qu'ils étaient profs. Oui. Pascal, Serge, Narboni, Canet, qui d'autre? Non, le Perron était. Non, vous étiez. Non, c'était des profs. C'était pas des profs, c'était des gens qui parlaient de leur. Qui passaient la main. Ça remonte à la nuit des temps. Et non, mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils étaient profs en 71, 72, 73, et les amphis étaient pleins.
plein. Moi, j'étais un jeune étudiant de cinéma. Les amphis étaient pleins, mais comprenaient rien à leur goût, parce que c'était en plein gauchisme. Et eux parlaient de Straub et Godard. Et eux voulaient des westerns engagés. Le public, enfin les étudiants, enfin pas moi, hein, mais la totalité des étudiants voulaient des films à message. Ils voulaient un Sergio Leone français, quoi. Donc en gros, ça tombait sur Poissé. Donc c'était Poissé, quoi. C'était incroyable. Le malentendu était absolu, quoi. Mais ce qu'a dit Yousri, c'est très important sur la relation qu'a eu Serge avec les cinéastes, enfin, les cinéastes dont tu parles. Et ça, c'est quelque chose qui n'a, je crois, personne n'a jamais eu cette relation-là de dialogue. C'était comme s'il était là pendant qu'on écrivait Voilà. le scénario, qui comprenait exactement les enjeux à la fois esthétiques et en rapport avec le cinéma, avec le public, à qui on s'adresse et quels étaient les problèmes à résoudre en écrivant un scénario ou en réalisant un film, comme s'il était assis avec nous, quoi. C'était ça le texte qu'il avait écrit sur Chahine. C'était vraiment quelqu'un qui, sans se mettre à la place du réalisateur, en gardant une bonne distance, mais en même temps avec une telle perspicacité qui faisait que quand il enfin, je parle de comment moi qui ne suis pas du tout vraiment critique, mais surtout quand j'ai commencé à faire des films, comment ces textes-là, je les lisais comme base théorique de ce que c'est qu'un film. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose de sectaire dans sa manière d'aborder le cinéma. Il n'y avait pas cette nouvelle cinéphilie qui aujourd'hui, il faut faire les films de telle manière et de telle... et c'est uniquement ça le cinéma, et tout ce qui n'est pas comme ça n'est pas du cinéma. Chez Serge, il y avait un cinéma qui était extrêmement pluraliste, extrêmement... et il arrivait à le voir, que ça soit un film... Moi j'ai l'impression qu'il nous a, enfin, en tout cas pour de ma génération, qu'il nous a appris que chaque cinéaste avait son système propre et que profondément, donc du coup toutes les critiques arrivaient, à commencer par la sémiologie, qui encore, moi quand j'étais étudiant, c'est-à-dire au début des années 90, agonisait, mais en prenant beaucoup de place dans la fac, enfin, que tous les systèmes qui étaient censés décrypter, évidemment ça ne fonctionnait pas, c'était une indiscipline absolue. Et ça, moi, c'était ça que je voulais entendre. De fait, le compagnonnage Deleuze d'année m'a marché très très fort. Et puis c'est ce qui passait dans les cahiers, c'est ce qui passait dans la lecture de Libé. Au même moment dans les Inrocks, je vois Serge Kagan qui est là, mais enfin, voilà, moi je me sentais une famille là, parce que je me disais, eux vont pas arriver avec une grille, ils vont me foutre la paix. Et après, ça va jusqu'à la vie même. Dans le mode de voyager, c'est surtout voyage seul, ne répond pas à l'attaché de presse, perdu pour les gars plus autistes que ça. Mais sur l'idée de flâne, perds-toi, et vois comment ça fonctionne chez les autres, au lieu de vouloir appliquer ta propre grille. Il n'a jamais été relativiste. Je pense qu'il y a dans ce qu'il écrit, il y a aussi un rejet constant, une identification, toujours de ce qu'est le cinéma bourgeois. Il a toujours été l'ennemi de ça. Il a toujours je crois, défendu et aimé les films contre, d'une certaine façon, une certaine forme bourgeoise de faire des films du cinéma.